Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Avec l'utilisation accrue des technologies de l'information et en particulier le développement de la science des données, l'information est plus que jamais essentielle dans la prise en charge des patients. Quelles sont les opportunités de la digitalisation des dossiers médicaux et les enjeux de la protection des données des patients? Réponse dans cet entretien avec notre expert du jour, Dr Hyacinthe Kofi est avec nous. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci. Vous êtes directeur des systèmes d'information groupe. Vous avez supervisé avec la BCAO les opérations de plus de 145 banques et établissements financiers, plus de 90 systèmes financiers décentralisés, plus de 25 grands facturiers. Vous êtes chercheur associé à la chaire API de Paris, expert aussi sur les questions de protection des données à caractère personnel. Vous êtes donc un sachant pour cette question. Nous allons décrypter ensemble ce sujet. Alors, les opportunités liées à la digitalisation des dossiers médicaux en Afrique. Avant d'y arriver, quand on dit digitalisation des dossiers médicaux, alors, pour nous tous, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En effet, merci déjà pour l'invitation sur ce plateau. C'est un sujet assez important. Et quand on parle de digitalisation, on le confond souvent à la numérisation, mais c'est de pouvoir dématérialiser un processus en fait. Voilà. Donc quelque chose qu'on faisait auparavant, mais on va le rendre informatique en fait. Voilà. Donc c'est simplement ce processus-là pour faire vraiment simple. Ça veut dire quoi? Quand on arrive désormais à l'hôpital, si on est dans la digitalisation, on n'aura peut-être plus de différents papiers. Le médecin en face d'un patient, il a des informations sur le patient qui sont dans un ordinateur, qui sont accessibles un peu partout. C'est bien cela? Absolument. Alors dites-nous, quelles sont donc les opportunités d'en arriver là? Alors aujourd'hui, il faut dire qu'on a plusieurs opportunités. Voilà, cela se traduit déjà par le mode d'accès même, on va dire, aux services de santé, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez si bien signifié, si avant les choses se faisaient à travers du papier, aujourd'hui, dans l'optique de numérisation et de digitalisation, cela va se faire via un smartphone, via, on va dire, un ordinateur par exemple en fait. Donc cela va déjà se voir dans le processus même d'accès aux services de santé. Au-delà de cela, cela va permettre d'être un peu plus précis en fait. Donc une précision qui sera vue d'un point de vue, on va dire, des praticiens de la santé, parce que auparavant ils avaient une gestion, on va dire, un peu plus complexe, mais cela va se simplifier en fait. Voilà, donc ils auront des informations en temps réel, déjà même dans le processus d'archivage de leurs données et tout cela. Donc cela va se faire de façon plus simple en fait. Donc on a beaucoup à gagner, mais par derrière justement, ce gain-là, il mérite d'être vu, on va dire, avec un œil assez particulier. C'est que se fait par habitude dans nos hôpitaux. Un médecin qui est en pleine consultation avec un patient, il a un cahier dans lequel il enregistre, de telle sorte que quand il a fini sa permanence, quand il y a un autre qui vient, il a les différentes traces. Alors, ça veut dire quoi? Si c'est digitalisé, désormais tout est inscrit dans un ordinateur. S'il a le code ou les mots de passe, il a accès sans pouvoir interroger forcément son collègue. Toutes les données sont là, c'est ce que ça veut dire. Absolument, Alors, absolument. il y a une question donc de sécurité aussi qui va donc intervenir. Quels sont les risques auxquels on peut s'exposer? Alors, il faut dire que les risques sont énormes. Ils sont énormes et divers et variés par derrière. Aujourd'hui, il faut dire que à l'échelle africaine, il y a des risques encourus. À l'échelle même mondiale, et d'ailleurs avec le dernier rapport d'Interpol de 2024, on voit bien que au niveau des risques justement sur le secteur global, on va dire, il y a beaucoup d'actions à faire. Et donc, on va avoir des risques de phishing, on va avoir des risques de détournement d'un certain niveau, de l'ingénierie sociale. Donc les risques sont énormes. Donc il faut justement protéger les données de ces patients-là de manière à ce que justement, puisqu'on sait qu'on est dans un environnement qui est assez complexe où on a des cyberattaquants, et voilà, on puisse vraiment faire attention à ces personnes-là aussi. Surtout pour les personnalités politiques. On sait que la plupart des personnalités politiques dans nos différents pays vont se soigner, se traiter en Europe, un peu partout. On veut digitaliser nos systèmes. Nous sommes en train de travailler pour que le système de santé soit performant. Si ces derniers se font soigner ici, qu'il y a des cyberattaques qui vont piocher et savoir ce qu'on appelle l'information médicale de ces derniers, il y a problème. Alors, en termes de formation, si on doit y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Qui doit être formé et comment on doit y parvenir? Alors, le processus de formation doit se faire, on va dire, à 3 niveaux. D'abord, au niveau même de l'État. D'accord, il faudrait que l'État comprenne clairement les enjeux, on va dire, de la cybersécurité et de la cybercriminalité, parce que, au-delà de tout, tout va passer par des actions régaliennes. Il va falloir des tests.
Aujourd'hui, d'un premier niveau, en Côte d'Ivoire, on a la loi donc 2013-450 du 19 juin 2013 qui prend les dispositions donc pour la protection des données à caractère personnel. À l'échelle africaine, on a la convention de Malabo qui a récemment eu, on va dire, un certain nombre d'années, donc 10 ans donc après donc sa mise en vigueur, on va dire, c'est des éléments importants, d'accord? Donc aujourd'hui, la convention de Malabo existe, la loi locale sur la protection des données à caractère personnel aussi existe, mais par derrière, on va dire, la mise en œuvre doit se faire d'un point de vue global par rapport à l'État déjà, où des dispositions concrètes doivent être mises en œuvre, d'accord? Donc, comme je l'ai dit, la convention de Malabo, par exemple, elle est rentrée en vigueur, on va dire, seulement en juin dernier, voilà. Là, nous sommes en juillet, mais en juin 2023, voilà, donc la convention de Malabo est rentrée en vigueur véritablement. Donc, d'un point de vue régalien, des dispositions doivent être prises, mais aussi et surtout au niveau des organisations, donc des entreprises elles-mêmes. D'accord? Donc, il y a des actions à mener, des actions de sensibilisation au niveau même des directeurs, des responsables des entreprises, parce que la loi est claire. Normalement, après donc les actions qui ont été menées au niveau régalien par la Côte d'Ivoire, donc selon donc la loi qui existe, 6 mois après, donc après le, on va dire juin 2013, toutes les entités, toutes les entreprises devaient se mettre en conformité. D'accord? Mais jusque-là, 11 ans après, le constat, on va dire, est gris. Voilà. Donc, il y a des actions à faire. Et donc, au sein même des entreprises, comme je l'ai dit, il y a des actions à faire, mais aussi au sein même de la population. Parce que la population doit connaître ses droits. Nous devons connaître nos différents droits et ça va passer par des actions de sensibilisation. Et justement, ce plateau-là est un élément important justement pour pouvoir parler de ces choses-là. Donc, l'action de sensibilisation, comme je l'ai dit un peu plus tôt, doit se faire vraiment à tous les niveaux. Vous avez l'expérience un peu africaine. Si on veut faire un état des lieux sur la digitalisation des dossiers médicaux, à quel niveau est-ce que nous en sommes? Est-ce que les pays africains ont bien emboîté le pas? Les pays africains y sont véritablement? Est-ce que la volonté politique au plan africain est là? Ah oui, sur ça, il faut dire qu'il y a la volonté qui existe, mais entre ce qu'on veut et ce qu'on fait, il y a souvent un fossé. Et donc, c'est clair que quand on regarde les États-Unis ou l'Europe, les choses vont beaucoup plus rapidement. Et donc, nous sommes, comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans un processus de transformation numérique des organisations. Et par derrière, l'Afrique est en train de suivre. Mais cette action-là doit se faire justement en tenant compte, on va dire, des contraintes de sécurité à mettre en œuvre. Parce que, comme on le dit souvent, quand on digitalise, on va exposer ou bien on va accroître notre surface d'attaque. Donc, pendant qu'on est en train de dire, on ne voudrait pas que cette action se fasse sur un papier, mais en même temps, en numérisant, en transformant, il y a des actions à mettre en œuvre pour éviter que, justement, cela soit des éléments qui pourraient créer après des bad buzz, par exemple. Est-ce que la digitalisation des dossiers médicaux pourrait favoriser, par exemple, le phénomène de consultation à distance, un patient qui est chez lui à la maison? Est-ce qu'arrivé un moment, il n'aura plus besoin de se déplacer? Est-ce qu'il pourra appeler un médecin qui rentre les données, il a les antécédents, tout et tout? Est-ce que ça pourrait être possible? Bien sûr, c'est quelque chose qui est déjà envisageable, mais qui se fait même d'ailleurs dans certains pays. Voilà. C'est vrai que l'échelle doit être beaucoup plus grande. Voilà. On doit passer dans une phase de globalisation, en fait. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui se font dans d'autres pays, mais les pays africains ont commencé même à mettre cela aussi en œuvre, en fait. Donc, effectivement, on pourra justement rester chez soi, prendre rendez-vous, pourquoi pas même faire une consultation à distance. C'est des choses qui ont commencé à se faire, mais pour lesquelles on doit pouvoir, on va dire, le mettre pour le plus grand nombre. D'accord. Un mot, nous sommes presque vers la fin de l'émission, un mot sur les droits des patients, parce que bien des fois, les patients ne sont pas suffisamment outillés, ils ne connaissent pas forcément leurs droits, leurs données vont être mises dans des systèmes, ils ne savent pas ce qu'on en fait. Bon, quels sont leurs droits? À quel moment peuvent-ils intervenir pour voir la vérification de l'information, s'il y a la fiabilité dans la conservation des données? Ok, leurs droits justement doivent être su par eux-mêmes justement, parce que c'est seulement en les sachant qu'on peut justement ester, par exemple. Et donc, on a par exemple le droit d'opposition. On a le droit de modification, le droit de suppression et tout ça. Tous ces droits-là, en fait, il pourra donc, on va dire pour la personne concernée, essayer de pouvoir juger de ses droits, profiter de ses droits, bénéficier de ces droits-là pendant tout le processus. Tant qu'il y a des données qui sont, on va dire, à partager, à traiter, il a justement le droit, par exemple, un droit simple par rapport au consentement. D'accord? Donc, comme quand on doit lui
prendre certaines informations, il doit justement avoir le droit de donner ce consentement. Oui. On ne doit pas prendre ces informations sans qu'il il n'ait donné son avis ou son assentiment. Voilà, donc c'est ces droits-là justement qui doivent être sur et sur lesquels il va falloir faire encore des sensibilisations de manière à ce que le plus grand nombre soit vraiment informé. Très bien. Le sujet, il est dense, il mérite qu'on en parle à cette seule émission. Nous ne serons pas capables de le traiter. Merci, docteur Hyacinthe Kofi. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Nous rappelons que vous êtes le directeur des systèmes d'information groupe. Avec vous, nous avons parlé de la protection des données des patients pour voir un peu les défis avec la digitalisation. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.